Est-ce que les gazelles perdent leurs cornes? Pourquoi les animaux marchent-ils souvent en ligne? Est-ce que les girafes ruminent? Est-ce que les singes font ce qu'ils veulent de leurs doigts? Est-ce que les éléphants attaquent les rhinocéros? À toutes ces questions et à beaucoup d'autres, il existe des réponses précises et irréfutables. Mais il y en a quelques-unes aussi qui gardent encore leur part de mystère. Commençons par l'une des questions les plus discutées par les scientifiques depuis toujours. Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures? La question intrigue d'autant plus qu'à l'origine, ses ancêtres avaient une robe unie et sombre. Et que si le petit zèbre naît avec son pelage rayé, il n'a pas de rayures au stade de l'embryon. Alors, pourquoi ces évolutions vers une robe aussi originale? La théorie commune, c'est qu'il s'agirait d'un moyen de défense. Le zèbre vit quasiment toujours en groupe au sein duquel les individus sont souvent au contact les uns des autres. Et cela poserait problème aux prédateurs. La lionne, ayant repéré les zèbres, percevrait en fait un ensemble aux lignes confuses et changeantes. Confrontée à la juxtaposition des rayures, elle aurait du mal à distinguer les contours précis d'un animal et donc à se fixer sur une proie. A priori, tous les zèbres se ressemblent. Mais ont-ils tous la même robe? En vérité, aucun zèbre ne présente les mêmes motifs que son voisin. D'où une autre théorie. Les rayures seraient une sorte de code-barre naturel qui permettrait aux individus de s'identifier et de se retrouver à coup sûr. Et si la vraie raison de ces rayures était tout autre? Si elles servaient en fait à rafraîchir l'animal. Cette nouvelle théorie est proposée par des scientifiques qui ont remarqué un phénomène étonnant. Au-dessus des bandes sombres qui captent davantage la chaleur, la pression atmosphérique est légèrement plus faible qu'au-dessus des bandes blanches. Ces différences de pression à toute petite échelle occasionneraient en permanence au ras du pelage de chaque animal une série de micro-courants d'air. Question. Le zèbre a-t-il une robe noire avec des rayures blanches ou blanche avec des rayures noires? On sera tenté de retenir plutôt l'idée d'une robe blanche en observant notamment que des rayures brunes viennent s'intercaler entre les rayures noires sur l'arrière de l'animal. Elle lui donne de loin l'air un peu sale. On parle de rayures fantômes. Elles sont propres à cette sous-espèce d'Afrique australe. En tout cas,
le zèbre est le seul mammifère à présenter ici une telle proportion de blanc sur son pelage. Dans la savane, mis à part sans doute chez les oiseaux, le blanc est rare. Même le rhinocéros blanc n'est pas blanc. Mais alors, pourquoi lui a-t-on donné ce nom? Cela vient d'une confusion entre deux mots anglais. On utilisait wide pour décrire sa bouche très large et c'est devenu white qui désigne la couleur blanche. On trouve quand même un peu de blanc au bout de la queue du léopard. Mais si l'on regarde les gnous ou les gazelles, on observe que les motifs blancs sont absents ou qu'ils sont limités, comme chez ce mâle Nyala. D'où cette question, pourquoi la robe des herbivores est-elle plutôt à dominante sombre? Par souci de discrétion, bien sûr, mais ne serait-ce pas aussi pour éviter les insectes? Qui seraient attirés par le blanc comme le laisse à penser les tiques accrochées au ventre de cette girafe? La vérité, c'est que les parasites sont bien visibles sur ces parties claires, mais cela ne veut pas dire qu'ils y soient plus nombreux que sur les parties sombres des pelages. Le blanc serait même plutôt répulsif pour les insectes qui cherchent de la discrétion et qui iraient de préférence vers les robes sombres pour échapper à leurs prédateurs. Alors, clair ou sombre? Quel est finalement le meilleur pelage contre les insectes? Eh bien, ni l'un ni l'autre. C'est la robe en noir et blanc du zèbre qui est la moins convoitée. Ce pelage décidément étonnant suscite déjà une autre question. Pourquoi, au milieu de toutes ces rayures, le zèbre a-t-il une tache noire sur la face interne de ses antérieurs? C'est une pièce de peau nue et calleuse qui a une fonction précise. Elle protège la patte. Elle évite que l'extrémité tranchante du sabot ne vienne la blesser quand l'animal se repose. Dans cette position, le coussinet s'interpose précisément à l'endroit du contact avec le sabot. Dans la savane, toute blessure, même bénigne, peut être très dangereuse pour l'animal, notamment à cause des risques d'infection. Celles que l'on observe chez les zèbres sont souvent la conséquence de morsures entre mâles prétendant à la possession du harem. Mais quelle est l'origine de la plaie que l'on voit sur la croupe de ce petit? Elle peut résulter de l'attaque avortée d'un prédateur. Mais on peut aussi imaginer que dans une fuite, le jeune zèbre se soit accroché à l'une des redoutables épines qui parsèment la savane. La plaie est récente et sérieuse. Alors quelles sont les chances de survie de l'animal? Celui-là bénéficie encore des anticorps du lait maternel. Cela va se jouer en quelques jours. La cicatrisation peut s'opérer de façon rapide et spectaculaire. Mais si la plaie s'infecte, le petit est condamné.
Autre problème de santé, mais cette fois pour un pachyderme, dont le comportement traduit une souffrance soudaine et violente. Pour tenter de la soulager, il va s'étendre sur le côté, ce qui n'est pas bon signe même s'il arrive que les éléphants se couchent pour dormir. Ce jeune ne s'y trompe pas. Il voit bien que sa mère n'est pas dans un état normal et il confirme par ses attentions cette solidarité qu'on prête au pachyderme. Le mâle est-il sérieux? L'éléphant est-il en danger? C'est cette grande femelle qui va apporter la réponse. Son diagnostic est vite fait. La matriarche connaît les bruits incroyables qui accompagnent la souffrance du malade et la fermentation intestinale. Juste un gros mal de ventre. Pas de quoi la détourner de ses occupations alimentaires. Au bout de quelques minutes, le malade se remet sur pied sans avoir reçu d'autres médications que les encouragements de ses partenaires. Nouvelle question sanitaire. Pourquoi les animaux se roulent-ils sur le sol? Ici, ce sont des gnous à queue noire, qu'on appelle aussi gnous bringés, à cause de leur pelage caractéristique et de ces bandes de longs poils noirs. En se frottant au sol, l'animal poursuit un double objectif. Soulager ses démangeaisons et se nettoyer un peu avec la terre. Cette toilette est courante dans la savane, y compris chez les oiseaux qui, comme ce touraco, ont parfois recours au bain de poussière. Quant au buffle, c'est un inconditionnel du bain de boue. Il faut dire que c'est sans doute l'animal le plus accablé par les parasites en tout genre. Quand elle séchera, la boue enveloppera l'animal d'une véritable carapace qui le protégera pour quelque temps des attaques d'insectes. Dans la lutte contre les parasites, certaines espèces sont avantagées. C'est le cas des singes. Avec de longs bras et des doigts, ils peuvent intervenir avec précision sur n'importe quelle partie de leur corps, voire celui des congénères. Les babouins sont omnivores et ils mangent les insectes qu'ils dénichent. Mais pourquoi les prennent-ils directement avec la bouche au lieu de les capturer à la main? Tout simplement parce qu'ils ont l'index et le pouce trop gros et ne savent pas les prendre avec les doigts. Les singes sont-ils les seuls animaux à pratiquer l'épouillage mutuel? Pas du tout. Dans la savane, c'est une pratique largement répandue. Son utilité est évidente. Elle permet de faire nettoyer par un autre une partie du corps d'ordinaire inaccessible.
C'est souvent comme chez ces impalas, la tête et l'encolure. Pour les travaux minutieux ou l'intérieur des oreilles, il y a toujours des volontaires en réserve. Ils arrivent soudain d'on ne sait où, pour se nourrir des ectoparasites qu'ils débusquent dans la fourrure de l'animal. Ce sont les pique-bœufs. Pourquoi les mammifères supportent-ils ces oiseaux sans gêne et encombrants? C'est un donnant-donnant. Les mammifères bénéficient du travail de ces agents sanitaires et les oiseaux d'un garde-manger bien garni. Avec le phacochère, l'impala est le plus petit des animaux fréquentés par le pique-bœuf. Est-ce que ces oiseaux ont une prédilection pour certains hôtes? Ils préfèrent clairement les grands mammifères et sont des familiers de la girafe qui est trop contente de trouver un moyen de nettoyer son long cou. Mais ils se posent aussi sur l'hippopotame ou le rhinocéros, dont la peau est presque nue et où les poils sont rares. Pourquoi ont-ils cette préférence pour les grands animaux? D'abord, pour la grande surface de peau à explorer. Et puis, ce sont des hôtes confortables et sans risque. Avec les rhinocéros, les oiseaux sont tranquilles. La tête de l'animal manque de mobilité. Ses pattes sont courtes et massives. Même s'il est gêné, sa morphologie ne lui permet pas de chasser les oiseaux installés sur son dos. On ne peut pas en dire autant de l'éléphant, à propos duquel il faut lever d'emblée une ambiguïté. Il ne boit pas par la trompe. Elle lui permet d'aspirer chaque fois une dizaine de litres d'eau, mais il se les reverse dans la bouche. Une chose est curieuse, on ne voit jamais sur l'éléphant de pique-bœuf à l'ouvrage. Alors, pourquoi sur le rhinocéros? Pourquoi sur l'hippopotame? Et pas sur l'éléphant? Si les pique-bœufs intervenaient comme il l'aime à l'orifice de ses oreilles, il s'exposerait à coup sûr au battement fatal de ses grands pavillons. Il ne serait pas plus tranquille à l'arrière, où la queue se termine par un éventail de poils durs. Mais surtout, les oiseaux devraient composer avec une arme diabolique, la trompe, d'une mobilité et d'une précision incroyables qui pourraient les déloger violemment, où qu'ils soient et à tout moment. Alors, pourquoi prendre des risques? Surtout que les éléphants ont très peu d'ectoparasites, car leur peau est dépourvue de glandes sébacées, or c'est le sébum qui attire principalement les tiques. Est-ce à dire que l'éléphant est complètement épargné par les parasites? Et dans ce cas, quel serait alors l'intérêt de ces bains de poussière?
En fait, la peau de l'éléphant abrite quantité d'acariens, mais ils sont trop petits pour intéresser les pique-bœufs. Voilà l'un des animaux les plus connus, mais aussi celui qui suscite le plus de questions. Celle-là, par exemple, quelle est cette coulée que l'on voit parfois entre l'œil et l'oreille de l'animal? Il s'agit d'une sécrétion de la glande temporale. Si on l'observe sur un jeune ou sur une femelle, elle traduit simplement un état de stress ou d'excitation momentanée. Mais si le même phénomène est constaté chez un mâle d'au moins 20 ans, cela signifie souvent que l'animal est en période de muste. Qu'est-ce que le muste? C'est un état physiologique. Il s'accompagne chez l'éléphant d'une forte augmentation de ses hormones de reproduction. Ces niveaux de testostérone peuvent être 60 fois plus élevés que d'habitude, ce qui se traduit souvent par un comportement agressif. Ce congénère le sait et il préfère éviter le contact. Lorsqu'il est dans cet état, l'éléphant peut disperser tous les mâles alentours pour accéder aux femelles. Le muste serait-il donc lié à la reproduction? Oui et non. Le phénomène garde une part de mystère. Car un mâle peut parfaitement se reproduire sans jamais se trouver en cet état. Et certains mâles en muste attaquent les femelles, qu'elles soient en chaleur ou non. Reste que les femelles en chaleur apprécient particulièrement les mâles en muste. C'est lorsqu'ils ont 30-40 ans que les éléphants sont dans cet état de façon plus régulière et plus durable. Le muste peut se prolonger alors pendant plusieurs mois. Pourquoi ces grands éléphants posent-ils parfois la trompe sur une de leurs défenses? Simplement pour soulager un peu le poids qu'elle fait peser sur leur tête. Revoilà d'autres poids lourds. Ces rhinocéros blancs se déplacent en petits groupes qu'on désigne en anglais du nom curieux de crash. Littéralement, le fracas. Faut-il le craindre de ces mastodontes en mouvement? Ici, 3 femelles et un jeune. Réponse dans quelques secondes. Ils vont croiser la piste des éléphants. Ce sont les 2 plus gros animaux de la savane. Le rhinocéros semble bien armé avec sa corne. Et l'éléphant bénéficie de son avantage de taille. Il n'y a pas d'antagonisme systématique entre les 2 espèces. Mais le rhinocéros doit éviter à tout prix de contrarier l'éléphant. Car c'est l'éléphant qui attaque parfois le rhinocéros et presque toujours, il le tue.
les rhinocéros se sont comportés avec prudence. Et ces animaux plutôt sédentaires vont atteindre sans encombre le but de leur déplacement, un point d'eau. C'est l'occasion de s'interroger. Est-ce que le rhinocéros doit boire chaque jour? Il peut, s'il le faut, rester 2-3 jours sans boire en se contentant de l'humidité contenue dans les herbes qu'il broute. Mais si l'eau est disponible, il boit quotidiennement 1 ou 2 fois. C'est la saison sèche et la grosse affluence au point d'eau, où les espèces se mêlent complètement indifférentes les unes aux autres. Un éléphant solitaire s'approche pour profiter de l'eau à son tour. Contrairement à ce qu'on croit souvent, un éléphant peut rester lui aussi plusieurs jours sans boire. On peut imaginer alors son humeur. Lui qui visiblement aime s'abreuver tranquille, il dégage le terrain pour limiter la promiscuité. Ces grands rassemblements sont l'occasion de s'interroger. Pourquoi certaines espèces vivent en groupe et d'autres en solitaire? Prenons la grande famille des bovidés. On y trouve évidemment le buffle, mais aussi toutes les antilopes, soit un total de 75 espèces. Elles sont de forme, de taille et de pelage très différents. Alors, qu'ont-elles en commun? Eh bien, par exemple, des sabots à 2 doigts, des cornes pour tous les mâles et l'inscription au menu des prédateurs. Partant de là, elles se sont organisées chacune différemment, en choisissant soit de vivre en groupe, soit en solitaire. C'est presque moitié-moitié. 43 espèces vivent en communauté et 32 préfèrent se débrouiller toutes seules. C'est le choix du steenbok. Cette petite antilope d'une dizaine de kilos est monogame. Le couple vit sur un tout petit territoire de moins d'1 km². Mais chacun de son côté, une façon d'être le plus discret possible. Est-ce que cette stratégie est efficace? À l'évidence, car ces petites gazelles ont un taux de mortalité par prédation parmi les plus bas. La problématique est complètement différente pour des grands herbivores comme les buffles. Impossible pour eux de rester discrets, d'autant qu'ils doivent se déplacer pour satisfaire leurs besoins importants en nourriture. Ils risquent à tout moment de rencontrer un prédateur en maraude. Comment s'y préparent-ils? Ils vivent en groupe, ce qui s'avère être une stratégie efficace. Le nombre et la masse peuvent s'avérer dissuasifs pour l'agresseur qui sera tenté de se rabattre sur des proies plus faciles. D'autant qu'ici, chacun profite de la vigilance des autres. Enfin, statistiquement, dans un troupeau comme celui-ci de plusieurs centaines d'individus,
on réduit sensiblement le risque d'être la prochaine victime. Les buffles forment un groupe stable, cohérent et hiérarchisé. Qu'en est-il des girafes? Eh bien, c'est tout le contraire. La girafe est physiquement, mais aussi socialement à part. C'est un animal grégaire qui aime la compagnie de ses semblables, mais qui ne reste jamais longtemps avec les mêmes individus. Les groupes se font et se défont. Ils sont informels, ouverts à tous et sans leader. Quant aux individus en eux-mêmes, ils réservent aussi quelques surprises. Sait-on par exemple que la girafe est un ruminant? Que c'est le seul mammifère terrestre qui ne bâille pas? Que comme les gazelles, elle a des sabots à 2 doigts? Que chez les mâles, le pelage fonce avec l'âge? Enfin, qu'elle n'est pas muette. Elle a des cordes vocales, même si elle ne s'en sert guère. On observera que les mâles, avec leurs cornes chauves attachées à l'arrière du crâne, ont tendance à manger le plus haut qu'ils peuvent. Tandis que les femelles, qui sont pourtant beaucoup plus petites, vont au contraire se pencher pour manger dans la végétation plus basse. Pourquoi? En fait, au sein de la même espèce, on s'organise déjà pour éviter la concurrence. Tous ces animaux ont une contrainte. Ils doivent se partager la savane et ses ressources. Comment s'organisent-ils pour cohabiter? En fonction de sa taille, de ses besoins en eau et en nourriture, chacun s'est trouvé un environnement de prédilection et une organisation sociale adaptée. Prenons le waterbuck, une grande antilope qui peut peser presque 200 kg. Elle est très sensible à la déshydratation et n'a donc pas le choix. Elle doit vivre près d'un point d'eau. Comme elle boit et élimine beaucoup, elle a besoin d'une herbe très protéinée, ce qui réduit encore la liste des écosystèmes qui lui conviennent. Quand l'antilope a trouvé sa niche, comment peut-elle se réserver ce morceau de savane qui lui convient? Elle ne peut pas empêcher d'autres espèces d'y accéder, mais elle peut s'organiser au niveau de la sienne. Elle va limiter l'accès de cet espace à quelques-uns de ses congénères. C'est une affaire d'organisation sociale. Le waterbuck est territorial. Autrement dit, le mâle qui s'est imposé sur son territoire y règne sur quelques femelles et leur progéniture. Les autres mâles sont invités à aller voir ailleurs. C'est l'organisation la plus courante chez les antilopes. Comment reconnaît-on facilement une espèce territoriale?
par ces joutes qui opposent régulièrement et avec plus ou moins d'intensité le maître du harem à ses prétendants plus ou moins crédibles. La croupe du waterbuck suscite nécessairement une interrogation. Quelle est donc la signification de ce grand cercle blanc qui la décore? Bien que la question ne soit pas définitivement tranchée, on s'accorde généralement pour dire qu'il s'agirait d'une forme de signalisation. Elle aiderait les individus à se retrouver et à se suivre facilement. Chaque antilope, ou presque, a une particularité. Quelle est celle du grand koudou? C'est d'être la seule antilope avec le nyala dont les cornes continuent à pousser tout au long de sa vie. Mais en quelle matière sont faites ces cornes? Elles sont en os, de l'os recouvert d'une enveloppe de kératine. Ce qui veut dire que si elles cassent, elles ne repoussent pas. C'est un attribut essentiel pour les mâles chez de nombreuses espèces, car il détermine souvent leur position sociale. Plus elles sont développées, plus elles améliorent les chances de s'imposer comme maître du harem, à la tête pour cet impala d'un troupeau de plusieurs dizaines de femelles. Comme la girafe et toutes les antilopes, l'impala est un ruminant. Ce qui se traduit par ce mouvement caractéristique de la mâchoire inférieure. Mais quel est donc l'avantage de la rumination? Elle permet à l'animal de tirer un meilleur parti de ce qu'il absorbe. Grâce à sa digestion en 2 temps, il peut assimiler tous les éléments nutritifs de la végétation. Avec une conséquence. À apport énergétique égal, il passe moins de temps à manger que les non-ruminants qui, eux, ne peuvent pas digérer la cellulose. Chaque particularité d'un animal est une adaptation pour lui faciliter la vie. Les pattes arrière des impalas sont ornées de touffes de poils noirs, qu'ils sont les seuls à avoir. Elles cachent des glandes métatarsales qui émettent une phéromone. Pourquoi cette glande ne se trouve-t-elle que sur les membres postérieurs de l'animal? Parce qu'elle n'est stimulée et ne diffuse une odeur qu'à l'occasion d'une contraction musculaire, autrement dit, lorsque l'animal saute ou court. Mais pourquoi donc un tel dispositif? Il s'agirait d'un système de défense collective. Les impalas ont beaucoup de prédateurs et les alertes sont fréquentes. Chacun de leurs sauts aura marqué les herbes, y aura laissé une odeur. Une fois la menace éloignée, grâce à toutes ces empreintes olfactives, les antilopes éparpillées pourront facilement se retrouver et reconstituer la harde un peu plus loin.
Les gnous bénéficient du même type de dispositif, mais leurs glandes odorantes sont situées sur le front, entre les cornes. Le marquage s'opère quand ils broutent et que la glande vient au contact des herbes. Pourquoi, lorsqu'ils se déplacent en groupe, les herbivores ont-ils souvent une prédilection pour la marche en file indienne, alors qu'ils pourraient marcher de front ou complètement éparpillés? Les intérêts sont multiples. La file est le plus souvent conduite par un animal d'expérience, qui indique la direction à suivre. Autre avantage, au fur et à mesure que le groupe avance, chacun aplatit les herbes, écrase la végétation et facilite la progression des suivants. Mais ce mode de déplacement est surtout adopté pour limiter les risques de prédation. Le groupe est ainsi plus discret, moins bruyant. Il perturbe une surface plus limitée et réduit d'autant le risque d'alerter un prédateur. Quelles sont les autres armes utilisées par les herbivores pour contrer leurs prédateurs potentiels? D'abord, des sens aiguisés et toujours en éveil. Et puis, la vigilance des autres, car le vrai danger, c'est la surprise. La preuve, si le chasseur a été vu par la proie, celle-ci le laisse souvent s'approcher aux limites de ses capacités à lui échapper à coup sûr. Est-ce que les lions poursuivent une proie qui s'enfuit? La réponse est non dans la plupart des cas. Quand l'herbivore est parvenu à recréer une distance de sécurité conséquente, le prédateur abandonne. Ce jeune lion rejoint son clan. Il compte plus d'une douzaine d'individus qui vivent ensemble. Le lion est le seul félin africain que l'on puisse vraiment considérer comme vivant en société. Un clan organisé autour des femelles. Elles sont sœurs, filles, tantes, cousines et même parfois sans lien de parenté. Peut-on parler aussi de vie en société chez les guépards? Pas vraiment. Ces félins sont de nature solitaire et des coalitions comme celle-ci sont l'exception qui confirme la règle. Ces groupes sont constitués presque toujours d'individus qui sont frères. Quel est l'intérêt de ces coalitions? Il est double. Il permet de chasser de plus grosses proies, mais surtout d'acquérir un territoire et de s'y maintenir. Plus les membres de la coalition sont nombreux, plus leur règne est durable. Les jeunes guépards passent beaucoup de temps à jouer. Est-ce l'expression d'une nature ludique? Pas du tout. C'est le moyen d'éprouver des aptitudes et des réflexes indispensables à la chasse. On retrouve le même intérêt pour le jeu chez les jeunes singes. Mais contrairement à une idée reçue, les singes adultes ne sont pas joueurs.
Le petit Vervet passe la première semaine de sa vie accroché au pelage de sa mère. Mais à quel âge commence-t-il à jouer? Dès qu'il a 15 jours. En fait, c'est le début d'un apprentissage. Une fois adultes, ces animaux omnivores sauront profiter de toutes les opportunités en matière de nourriture. Ils vont chercher des insectes, attraper des lézards ou éplucher des fruits. Les petits singes ont donc beaucoup de savoir-faire à acquérir. Ils doivent aussi trouver leur place au sein du groupe. Ils ont comme repère leur mère et des camarades de jeu. Avec les jeunes animaux, on ne sait jamais trop où est la limite entre le chahut et l'affrontement pour affirmer une position hiérarchique. C'est la même ambiguïté qui règne sur l'activité de ces jeunes hippopotames. Peuvent-ils se blesser? Comme leurs dents n'ont pas encore poussé, ces exercices sont sans conséquence. Mais lorsqu'ils seront adultes, la taille de leurs canines combinée à la puissance de leur mâchoire leur permettrait de couper en deux un crocodile de bonne taille. Quelle est l'organisation sociale des hippopotames? Ils vivent en groupe, composés le plus souvent d'un mâle dominant et de quelques femelles et de leur progéniture. Les grands mâles ne contrôlent pas plus de 100 mètres de rivage, sur lesquels ils règnent en maîtres. Et ils le font savoir de façon peu ragoûtante. Pour marquer d'un coup un maximum de terrain, ils font littéralement voler leurs excréments grâce à leur battement de queue. Les hippopotames ont-ils une préférence pour les fleuves, les lacs ou les marais? Qu'importe dès lors qu'ils peuvent complètement s'immerger. C'est une nécessité absolue pour ce mammifère terrestre. Parce que, contrairement à l'apparence, l'épiderme de l'hippopotame est fin. Et puis, il n'a pas de glande sudipare. Donc, se déshydrate très vite, beaucoup plus vite que les autres animaux. Alors, il passe l'essentiel de sa journée dans l'eau, bien qu'il ne sache pas nager au sens propre du terme. En fait, il se laisse couler et pour progresser, prend appui sur le fond. Comme ces apnées peuvent durer plusieurs minutes, on se demande ce que peut bien faire l'hippopotame sous l'eau durant tout ce temps. Une chose est sûre, c'est qu'il ne mange pas. Mais il peut dormir. Il lui arrive même de remonter à la surface pour reprendre sa respiration sans se réveiller, de façon subconsciente. Que mange l'hippopotame? De l'herbe uniquement. Une quarantaine de kilos par jour.
C'est un animal au comportement social très contradictoire. Il va toujours brouter en solitaire et dans l'eau éprouve souvent le besoin d'aller se coller à ses congénères. Pourquoi les hippopotames ont-ils tendance à s'agglomérer ainsi? La raison n'est pas clairement établie. Cela pourrait venir de l'habitude qu'ils ont à se serrer dans les mares à la saison sèche pour que tout le monde soit immergé quand l'eau se fait rare. Il pourrait s'agir aussi d'un comportement de défense pour protéger leurs petits contre les crocodiles. À moins que la vraie raison ne nous soit toujours inconnue et se révèle finalement tout autre. La savane nous interpelle encore et encore avec des questions. Certaines restent sans réponse. La magie qu'elle opère vient aussi de cette part de mystère.